Bonjour à tous. Je remercie Olivier Panser pour cette invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de venir à l'AIR. J'ai été invitée déjà par Grégory Jérôme dans le cadre du colloque pour les 20 ans du CFI, je crois. Et avant de commencer, je voulais préciser aussi que ces invitations sont aussi l'occasion de nourrir l'imaginaire des intervenants. Voilà, pour compléter ce que disait Olivier Panser. Et donc voilà, je me réjouis parce que pour moi c'était l'occasion de revenir sur cette question des pratiques participatives auxquelles je me suis intéressée dans les années à peu près 2010, entre 2010 et 2020, disons. Et voilà, donc j'ai intitulé mon intervention Échec des modes temporels des pratiques participatives. Alors, je vais commencer par un retour sur l'historique de ces pratiques et la manière dont j'y suis rentrée et les questions que je me suis posées avant de développer plus en avant et plus particulièrement sur la question qui vous occupe, qui est annoncée dans cette journée d'études, c'est-à-dire la relation de la nature et de la ville. Alors, ce que je peux dire, c'est que un exemple vraiment, il y a eu 2 exemples qui ont été vraiment clés pour moi. C'était Simone et Lucien Kroll, l'immeuble de la Mémé. Je pense que sans doute que parmi vous connaissez déjà ces références. Je ne prétends pas vous les apporter, mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont chacun nous sommes traversés par ces questions et dont nous les traversons. Donc, ce qui est important dans cet immeuble, c'est donc la manière dont ça a été conçu, un peu comme un écho de mai 68. Et c'est un immeuble qui donc la Mémé, ça ne renvoie pas à une mémé, mais c'est la maison médicale des étudiants en médecine de l'université de Louvain. Et qu'est-ce qui était important, c'est que c'était vraiment conçu avec les étudiants et avec le souci d'une diversité des modes de vie, une diversité des manières d'habiter. Donc vous voyez la forte dissymétrie de la façade et des espaces, un plan libre, donc que chacun peut aménager comme il le souhaite à l'intérieur, et aussi la présence de la végétation. Sachant que Simone et Lucien Kroll, lui était donc architecte et elle était paysagiste. J'en reparlerai tout à l'heure, mais voilà, c'est vraiment un couple qui a été fondateur des pratiques participatives et qui est vraiment une référence qui ne vieillit pas en fait. Et par ailleurs, il y a eu un développement théorique qui a été pour moi un point d'entrée, mais un point d'entrée critique. C'était Paul Ardenne, un art contextuel, donc paru chez Flammarion en 2002, et Nicolas Bourriaud, l'esthétique relationnelle aux presses du réel en 98. Donc c'est vraiment, vous voyez, il y a un décalage entre le moment où ces pratiques commencent à s'instaurer de manière complètement novatrice dans l'espace architectural, si on peut dire, l'espace urbain, et le moment où il y a une reprise théorique qui est initiée par 2. Alors Paul Ardenne est historien de l'art et Nicolas Bourriaud était critique. Et en fait, alors qu'est-ce qui était intéressant dans ces ouvrages? C'était le fait qu'il mettait en avant les spécificités de ces pratiques, alors qu'il pensait dans le champ de l'art et non pas dans le champ de l'architecture. C'était l'idée d'une part de cesser de faire œuvre, de cesser de faire une œuvre matérielle, un objet matériel, et de mettre en avant la question de la relation. Ce qui comptait, c'était les relations d'empathie, les relations de collaboration, le faire avec. Mais ce qui me gênait personnellement, justement au vu de la complexité qui est mise en œuvre dans un travail tel que celui des Kroll, c'était le fait que finalement ces ouvrages pouvaient donner l'impression que finalement ça devenait une sorte d'art d'animation.
que voilà, ce qui comptait, c'était les relations humaines, les relations de l'artiste avec des gens avec lesquels il faisait, avec des visiteurs d'exposition, il y avait tout un vocabulaire de l'activation, du faire ensemble. Mais ce qui manquait à mon avis et selon mon intuition, c'était la question du travail. La question voilà, est-ce que l'art, dès lors qu'il devient pratique participative, perd la dimension du matériau, la dimension du faire avec, mais du faire avec quelque chose qui résiste, et du faire contre aussi, parce que tout peintre, tout sculpteur sait que la matière n'est pas une amie. La matière, elle peut être complice, mais pour être complice d'une matière, il faut la connaître, il faut s'y affronter, il faut s'y confronter, et ça n'est pas une sinécure comme on disait avant. Et donc c'est avec cette question-là que je suis rentrée dans ces pratiques participatives. Alors, c'est une pensée que j'ai développée dans un ouvrage qui s'appelle Milieu et créativité, dont on avait justement parlé quand j'étais venue la fois précédente à l'invitation de CFI et de Grégory Jérôme. Donc c'était cette question du matériau et de la résistance. Et pour ça, une autre référence a été pour moi vraiment importante, celle de Patrick Bouchain et Loïc Julienne. Donc là, je prends, parmi leurs multiples constructions, je prends l'école du cirque de l'Académie Fratellini à Saint-Denis. Et je peux vous en montrer une autre aussi tout de suite plus récente, les Bocs du Blas à Beaumont, en Ardèche Sud. Donc des logements sociaux faits avec l'aide des nouveaux commanditaires. Donc une vraie pratique participative pensée sur le champ art architecture. Et qu'est-ce qui était important pour moi dans cette référence? C'était vraiment justement toute cette question de la difficulté du faire avec, de l'intelligence qu'il faut développer quand on fait avec, et de l'intelligence, une intelligence stratégique, une intelligence de contournement, parce que Bouchain et Julienne ont toujours travaillé dans des contextes qui n'étaient pas forcément simples. L'urbanisme, ça n'est pas simple, l'architecture, ça n'est pas simple. Et qu'est-ce que j'ai appris de ce duo d'architectes? Et c'est comment est-ce qu'on contourne? Et par exemple, si je reviens donc à l'académie, l'école du cirque de l'Académie Fratellini, il n'y avait pas eu de permis de construire. Et c'est un bâtiment qui est construit sans permis de construire. Et quelle est l'astuce? Parce que ça n'est pas une posture qui consiste à enfreindre des interdits. Ça n'est pas la position de ces architectes. Simplement, c'est un bâtiment démontable. C'est un bâtiment qui a le même statut qu'un chapiteau de cirque, sauf qu'il n'est pas construit en toile et en charpente bois ou charpente métal. Il est construit en dur. Mais voyez l'astuce. Et ça n'est pas une astuce qu'on trouve simplement, c'est un vrai travail de prospective et d'analyse de tout un champ de situation, un champ de force, dans lequel Bouchain a initié un art, une manière de trouver les failles. Il s'est fait connaître aussi, j'ai pas d'image, mais par l'installation décisive qu'il avait faite dans le pavillon de la Biennale d'architecture, dont il était l'invité à Venise en 2006, et il a joué d'une certaine manière de lire le règlement qui disait que on n'avait pas le droit il fallait sortir de tout cet espace de la Biennale de Venise avant 18h, et sauf qu'en fait il n'était pas écrit qu'il était interdit d'y rester. Donc en fait, toute l'équipe autour de Bouchain, la joyeuse équipe, a vécu dans le pavillon pendant tout le temps de la Biennale. Donc, voyez, cette astuce, pour moi, c'était vraiment très important, parce que il y avait, c'était bien ces pratiques participatives n'évacuent pas l'épaisseur du réel, cette épaisseur à laquelle se confronte l'artiste traditionnel, si on peut dire, pas traditionnel au sens où ça serait réactionnaire, mais l'artiste qui est aux prises avec un matériau, qui produit des matérialités. Ces pratiques sont aussi dans l'épaisseur du réel, et elles font jouer une intelligence de cette épaisseur.
et qui sont liées donc à un principe d'intuition, de savoir-faire, mais aussi d'agilité intellectuelle. Et à l'époque, j'avais été très intéressée par la relation avec ce que Gilbert Simondon appelait la métastabilité. Donc, je ferme cette parenthèse un peu personnelle et en préparant cette journée, en relisant l'argumentaire rédigé par Olivier Poncet, je me suis demandé de quelle manière j'allais y rentrer, de quelle manière j'allais moi aussi finalement travailler et réactiver ces questions-là de mon côté. Et il y a plusieurs questions qui m'ont intéressée. Bon, d'une part, comme je disais, cette question de la manière dont ça s'inscrit dans une problématique de la nature et de la ville, mais ça a été pour moi l'occasion de me poser une autre question, à savoir, est-ce qu'il n'y a pas une historicité des pratiques participatives? Qu'est-ce que je veux dire par là? Que les pratiques participatives s'insèrent dans une histoire de l'art, Paul Ardenne et Nicolas Bourriaud l'ont parfaitement démontré, et leurs livres sont pour ça des événements dans le champ de la critique d'art. Ils posent à un moment la visibilité, la cohérence, la singularité de ces pratiques. Mais ce que je veux dire par historicité, c'est autre chose. C'est la question de savoir si, au sein même de cette époque des pratiques participatives, il n'y aurait pas finalement des époques différentes. Vous voyez, des différences qui seraient des différences de contexte historique, qui feraient qu'on pourrait dessiner une évolution des pratiques participatives. Et alors moi je me suis inscrite dans cette évolution quand j'ai valorisé cette dimension des obstacles et du faire. D'ailleurs après c'était intéressant parce que Paul Ardenne a republié, et Nicolas Bourriaud aussi de son côté ont republié des ouvrages qui attestaient aussi de cette nouvelle dimension. Donc ça veut bien dire qu'au sein de la théorie de ces pratiques il y a bien deux époques si on peut dire. Mais là, ce que je me suis dit finalement, en réfléchissant, c'est que il y avait un autre trait actuel, et dont votre journée finalement, et votre projet est un exemple et un symbole, c'est que ces pratiques aujourd'hui s'ouvrent sur la question de la biodiversité dans les villes, et ce que j'appellerais la coexistence des vivants. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'agir avec des habitants, pour des habitants, entre humains experts, humains non experts ou humains experts de différentes expertises, sachant que des gens comme Kroll ou comme Bouchain ont toujours valorisé d'une part l'expertise de l'architecte, mais aussi l'expertise de l'ouvrier, l'expertise de l'habitant, et faire un tel chantier, c'est vraiment mener un chantier, non pas au sens entrepreneurial et industriel du terme, mais vraiment au sens artistique du terme, c'est-à-dire un chantier ouvert où chacun amène son savoir-faire à un moment où il le juge bon. Et on sait que par exemple dans le lieu unique de Nantes, le savoir-faire des ouvriers africains a été décisif dans l'équipement de la fabrication du faux plafond de la salle de spectacle du lieu unique, qui a été faite en découpant des tôles comme savent le faire les artisans africains, en démontant des vieux tonniers, et Bouchain, dans plusieurs de ses chantiers, a su utiliser les savoir-faire spécifiques qui sont ceux des artisans africains. Et donc là, ça n'est pas seulement ça. La coexistence des vivants, c'est la coexistence de ce qu'on appelle les vivants humains et les vivants non humains. Ça, ce sont des expressions que vous connaissez, je pense, qui sont maintenant très familières, courantes et très importantes. Et donc, il ne s'agit pas seulement dans l'idée, cet enjeu de biodiversité dans nos villes, tel que les posent, les pratiques participatives, il ne s'agit pas seulement d'agir pour le vivant non humain, mais d'agir aussi avec lui. C'est comme ça que j'entends l'exigence et l'éthique qui est celle du projet que vous lancez. Alors, je reviens à
Simone Kroll, une très belle image. Alors, là, je l'ai mise en pleine page parce qu'elle est très belle, et là, je l'ai mise en petit avec le titre. Donc, c'est une intervention qui lui a été demandée de faire dans le cadre du Festival des Jardins à Chaumont-sur-Loire en 92. Et qu'est-ce qui est important chez Simone Kroll? C'est sa manière de concevoir la coexistence de ces vivants non humains que sont les plantes. Simone Kroll pratiquait ce qu'elle appelait la phytosociologie. Qu'est-ce que c'était la phytosociologie? C'était une manière de construire des coexistences entre plantes à partir d'une observation des affinités des plantes les unes avec les autres. Excusez-moi. Et donc des affinités qu'on retrouve maintenant dans la permaculture avec les plantes, ces associations de plantes qui se font du bien. Mais là, c'est pas seulement au sens technique. On sait que les soucis protègent les carottes des parasites. Voilà, que les rosiers annoncent par anticipation les maladies qui vont attaquer les vignes, parce que les rosiers sont atteints d'abord. Quand le rosier tombe malade, l'agriculteur, le viticulteur sait qu'il faut traiter sa vigne, et que s'il la traite dès que le rosier tombe malade, elle ne va pas tomber malade à son tour. C'est pas seulement ça, c'est vraiment une alliance au sens poétique, esthétique, vivant, ludique, et c'est vraiment, ça participe vraiment d'un amour des plantes. Mais par contre, il me semble qu'aujourd'hui, on en est ailleurs. On en est, on a avancé d'un pas, parce que ce qui est apparu entre-temps, c'est vraiment la fragilité du vivant, la menace qui pèse sur le vivant, sur la biodiversité. Je pense que vous êtes tous, si nous sommes là ensemble, je pense que nous sommes tous conscients de cette menace et de la manière dont nous pouvons et dont nous devons contribuer à la retarder, à nous en protéger au plus possible. Et du coup, je me suis demandé quel était, même si, comme je le disais, Simone et Lucien Kroll sont vraiment un héritage spirituel, humain et joyeux extrêmement fort, je me suis demandé quelles étaient les singularités de l'époque qui est la nôtre. Et je me suis dit finalement, si on retrace cette question de la relation nature-culture dans son histoire un peu plus large, on sait qu'au début, qu'est-ce qui se manifeste dans l'art des jardins, qui est développé alors on peut dire dès le Moyen-Âge avec les religieux, mais qui se développe, qui se formalise, qui se théorise, en particulier au XVIIe siècle, autour de Louis XIV, c'est vraiment cette idée d'une activité de la culture. Cultiver le jardin, au sens fort, c'est inscrire la nature dans des relations culturelles de mise en forme, de taille, d'association des végétaux, d'association avec un jardin assez minéralisé qui est le jardin français. Alors on sait que le jardin anglais ensuite a apporté de la liberté avec l'idée que la nature devient inspiratrice. Mais aujourd'hui, le grand saut, c'est ce que j'appellerais les cohabitations culturelles. Alors, il y a un ouvrage qui m'a beaucoup servi. C'est alors celui. Attendez, où est-ce qu'il est? Non, c'est pas celui-là. Voilà. Devenir jardinier planétaire, la préséance du vivant, Gilles Clément et Écoloco, publié sous l'égide, si on peut dire, de Rudy et Vera Bor. Et voilà, c'est vraiment une magnifique référence pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et du coup, qu'est-ce qui compte? Cet ouvrage commence... alors je commenterai après ce projet-là. Cet ouvrage commence par des pages synthétiques qui sont très très importantes pour comprendre ce que j'appelle les cohabitations culturelles. C'est que en fait, d'une part, nous sommes faits de nature, nous sommes faits de bactéries, nous sommes composés de poussière, nous sommes composés d'eau. On sait que nous sommes composés d'une multitude de micro-organismes qui nous sont étrangers et qui ne sont pas humains. C'est-à-dire, nous ne serions pas, nous hommes, ce que nous sommes aujourd'hui, si nous ne possédions pas dans les intestins, dans nos cellules, des bactéries qui viennent d'ailleurs.
et qui nous ont colonisés. Ça, c'est fondamental. Et cet ouvrage, c'est très intéressant comment cet ouvrage qui est dédié aux pratiques participatives commence par une introduction là-dessus. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça montre d'où se pose le problème. Donc déjà, nous sommes des composés de nature et de nature qui se sont associés à nous. Nous ne sommes pas en position de domination, ce sont elles qui nous dominent à leur échelle, si on peut dire. Et donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il y a tous les éthologues nous disent aujourd'hui, et chaque jour il y a des découvertes différentes, qu'il y a une culture aussi de ces humains, de ces vivants non humains. Il y a une culture des langues. On sait que les chimpanzés ont des dialectes. On sait que les plantes ont des habitudes. On sait qu'ils ont des habitudes culturelles, des habitudes spatio-temporelles, des rythmes. Et les rythmes, qu'ils soient spatiaux ou qu'ils soient temporels, ce sont des faits de culture et non pas seulement des faits de nature. Et donc, pour moi, cette dimension culturelle, c'est vraiment, et cette interculturalité, et cette prise en compte, cette prise de conscience que nous partageons des différences culturelles, nous humains et non humains, c'est un socle sur lequel fonder des pratiques participatives, des pratiques de cohabitation qui sont à la fois justes et à la fois inventives. Et donc, ce qui est très intéressant dans cet ouvrage, c'est la succession de projets qu'il présente de manière très détaillée. Donc, par exemple, le projet Asfalto a Lecce dans le sud de l'Italie, qui est un projet qui a été fait à une demande qui a été faite à Coloco, le collectif Coloco, à partir d'un CNOX qui est un tiers-lieu. Et en fait, l'enjeu de ce projet, c'était, donc je reviens à mon image, c'était d'investir un parking d'une ancienne entreprise. C'était une industrie de photos, je crois, mais peut-être que je me trompe. Enfin, vous m'excusez sur ce point. Et donc un immense parking. Et donc la question, c'était qu'est-ce qu'on va faire avec ça et comment est-ce qu'on va faire, sachant que percer du bitume, c'est pas évident du tout. C'est pas un terrain vague comme un autre. Il y a une surface, il y a une énergie limitée. Et donc il y a eu un processus donc qui a duré plusieurs années, donc entre 2012 et 2015, qui a impliqué 6 workshops et 200 personnes. Et donc là, vous voyez, l'image est un petit peu coupée, mais vous voyez l'un des participants de ce collectif qui est en train de scier le bitume à la tronçonneuse. Donc il a fallu d'une part comprendre avec quels outils on allait entamer ce bitume et qu'est-ce qu'on allait faire dans l'idée, si vous voulez, ce que j'appelle le champ de force, c'est-à-dire la composition de ce bitume, son épaisseur, la taille du terrain, le nombre de participants et le temps imparti et les forces de chacun. Et donc, Coloco a fait un choix raisonnable, qui là aussi est très intéressant à la fois dans sa dimension de raisonnabilité, mais aussi dans ses enjeux stratégiques, c'est de faire des trous, voyez, des trous qui font des sortes de zones ou d'espaces où va pouvoir se développer une biodiversité. Donc tout le parking a été comme ça jonché de trous. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que d'une part c'était jouable, comme on dit familièrement, et aussi c'était ne pas penser, si vous voulez, l'action menée sur ce territoire comme un remplacement, mais comme une cohabitation. Et ça, c'est vraiment une dimension qu'on trouve tout au fil de ces différents projets. On cohabite, on fait avec. Vous voyez, on n'est pas en train de vouloir remplacer une période par une autre, on n'est pas dans l'idée de ramener complètement la nature et d'effacer la culture humaine qui a été l'histoire de ce lieu, mais on fait avec d'une manière modeste mais décisive. Parce que, alors là j'ai pas d'image sur le développement récent, mais c'est devenu un très beau jardin, et c'est devenu un jardin où coexistent des activités humaines. Pendant longtemps, il y a eu encore des voitures qui ont continué à se garer, on peut faire du vélo, on peut... voilà. Et surtout, une belle découverte, donc j'ai extrait une citation de l'ouvrage, c'est le rôle du bitume, finalement, comme une couverture qui protège l'humidité
et qui fait que les plantes germent et poussent dans de bonnes conditions. Et ça a été une découverte. Voyez, et ça fait partie des inattendus d'un projet participatif. Un projet participatif, donc j'ai dit au début, ce qui est important, c'est de traverser l'épaisseur du réel et de faire avec le réel. Et faire avec le réel, c'est le contourner, c'est pas faire contre de manière frontale, mais c'est jouer avec les interstices du possible. Et là, les interstices du possible, ça a été entre autres le fait de découvrir que le bitume avait des propriétés inattendues, qui étaient finalement de protéger l'humidité des sols pour les végétaux qui sont plantés dans ces espaces. Et ça, c'est typiquement ce que Simondon appelle la métastabilité. Vous voyez ce que c'est, la manière de convertir, et que nous défendons par exemple à Nancy avec le design des milieux, convertir les ions négatifs, les forces négatives d'un champ de force, trouver toujours le positif qu'il est possible quelquefois de trouver dans le négatif en renversant le négatif, renverser les obstacles en atouts. Et ça, alors une autre référence très importante pour cette pensée-là, c'est le manifeste du tiers paysage de Gilles Clément, que vous connaissez aussi peut-être. En tout cas, si vous ne le connaissez pas, c'est un livre qu'il faut lire. Alors j'avais pris une citation qui est très importante. Donc le tiers paysage, Gilles Clément défend les espaces indécis. Les espaces indécis, ce sont les espaces délaissés. Et c'est très important, tout ce vocabulaire où on passe de la notion de délaissé, d'abandonné, de friche, de vague, à l'idée de l'indécision. L'indécision, c'est pas seulement un espace dont on sait pas très bien ce qu'il devient, parce que il y a une sorte de végétation anarchique qui se développe et qu'il est abandonné et qu'il est livré à lui-même. C'est l'indécision comme capacité, comme ouverture de potentialité à des décisions multiples. L'indécision s'oppose bien sûr syntaxiquement à la décision, mais sur le fond de la question, sur le fond du concept, ça ne s'oppose qu'à la décision figée. Gilles Clément, c'est quelqu'un qui s'oppose à la planification dans sa rigidité. Qu'est-ce qu'il dit ? Portons l'indécision à la hauteur politique de la décision, ça veut dire pas de subordination, l'indécision n'est pas une marge de la décision, mais c'est aussi le fait que l'indécision participe aussi d'un type d'organisation. On n'est pas sans organisation, on ne travaille pas n'importe comment, mais ce qu'on planifie, c'est ce qu'il appelle la libération du processus de l'exigence du résultat. C'est-à-dire, on ne se laisse pas dominer par l'exigence d'un résultat. Alors je vous cite des expressions, des phrases comme ça: créer les conditions d'accueil de l'inattendu. Un bon projet tient à ce qui lui échappe. Alors, et ça suppose encore plus d'intelligence que la capacité de planifier les choses de manière rigide. C'est ça qui est compliqué. Ou ce qu'il appelle opérer une deprogetazione, on pourrait dire ça avec l'accent italien, c'est-à-dire mettre la forme au second rang des dynamiques du vivant. Décider en permanence et de conserver le maximum de possibilités pour l'avenir. Et voyez, ce qui est important, c'est que c'est pas seulement une manière de construire la cohabitation de la biodiversité entre les vivants humains et les vivants humains en laissant des lieux d'hospitalité dans l'urbanisme, dans le bâti. C'est aussi ce qui me semble vraiment important, c'est que finalement je pourrais dire que c'est le travail du jardinier tel que l'éclaire Gilles Clément, c'est vraiment qu'il prend une valeur paradigmatique. C'est-à-dire, c'est pas seulement un cas de figure au sein de ce grand champ des pratiques participatives. Comme il explique, le jardinier, c'est celui qui doit sans cesse revenir à l'ouvrage. Même quand on crée ce jardin nomade, ce jardin en mouvement dont il a été l'initiateur, en fait, on est toujours là pour veiller. On est là pour veiller que, par exemple, de pouvoir toujours avoir un passage de libre. Si c'est un jardin où on souhaite se promener, on veille à ce qu'une plante n'en étouffe pas une autre. On veille, si c'est une parcelle qui a des frontières, on veille à ce qu'elle ne les dépasse pas et ne pas envahir le voisin. Et ça suppose une veille. Et finalement, le jardinier, il est intrinsèque à son métier de toujours revenir sur son ouvrage. Alors,
on sait bien qu'il y a des entretiens du bâtiment, et je ne dis pas que les bâtiments d'architecture ne s'entretiennent pas, mais les échelles sont bien différentes. Et quand un architecte construit ou fait construire un bâtiment, c'est avec l'idée que le bâtiment tienne le plus longtemps possible et demande le moins d'entretien pour ne pas ruiner son propriétaire. Le jardin, non. Le jardin, l'entretien et la précarité relative, hein, c'est pour ça qu'il y a des temporalités du vivant, fait partie de l'essence même de son travail. Et c'est pour ça que c'est en ça qu'il est paradigmatique, c'est que en fait, dans ces pratiques participatives, il y a une notion de soin. Le soin, c'est pas seulement l'attention aux uns et aux autres, c'est aussi d'une part respecter le point de vue du vivant non humain, ce qui n'est pas évident. Qu'est-ce que c'est que comprendre le point de vue d'un oiseau, le point de vue d'une fourmi, le point de vue d'un papillon, d'un lézard, d'un crapaud? On sait qu'aujourd'hui il y a de multiples propositions, mais c'est aussi faire en sorte qu'il y ait cette coexistence. Avoir une hospitalité, et une hospitalité qui fait qu'on se laisse surprendre. Et donc il y a toute une notion de la négociation. Un autre grand auteur que j'aurais pu citer aujourd'hui, c'est Baptiste Morisot, avec son art de la diplomatie. Ayons des rapports de diplomatie les uns avec les autres. Alors avant de passer à un autre projet, je voulais aussi souligner un bâtiment qui était intéressant aussi, dont je n'ai pas mis l'image là. Une école faite par l'agence Chartier-Dalix à Boulogne-Billancourt, qui est également présentée dans cet ouvrage. Qui sont des classes avec un gymnase, et les architectes avec les élus locaux ont vraiment voulu que ça soit une école de la biodiversité. Et là, ils ont choisi d'une part un bâtiment en pente douce, dont le toit descend en pente douce, qui fait qu'on peut vraiment un toit végétalisé sur lequel on peut monter, comme on montrait sur une colline. Donc un toit qui renonce à sa fonction, sa fonction uniquement surplombante pour se faire colline qui va jusqu'au sol. Mais aussi, ce qui était intéressant dans cette revendication des architectes, c'était d'intégrer à la possibilité à cette biodiversité de se développer, le vieillissement du bâti, le vieillissement possible du béton, c'est-à-dire un béton dont on pense le fait qu'il va vieillir, et en vieillissant, il va devenir hospitalier. Il va accueillir des graines, il va accueillir des petites plantes, il va accueillir des mousses, des oiseaux, des insectes qui vont pouvoir se nicher dans les façades. On sait qu'aujourd'hui, évidemment, les immeubles, les architectes, les habitants sont toujours à la recherche de surfaces imperméables pour protéger leurs habitations de la pluie et des infiltrations. Mais on sait que c'est un drame pour tous les insectes, les animaux qui ont toujours niché historiquement dans les façades, que ce soit les moineaux, que ce soit les hirondelles, que ce soit les petits insectes, les guêpes. Et il y a tout un travail aujourd'hui qui est fait pour retrouver de la porosité. Donc, vous voyez, le vieillissement de l'architecture ici est vraiment pensé comme il est assumé par l'architecte. Il n'est pas pensé comme une malfaçon du bâtiment, il est pensé comme une hospitalité de surface avec toute cette biodiversité végétale et animale. Alors, pour finir, j'avais envie de vous montrer un autre projet, qui est cette fois-ci celui de nos étudiantes, Fanny Méquignon, donc qui a fait son projet de DNSEP en 2023, et qui était très très soucieuse de pallier ce qu'on appelle la discontinuité des trames vertes. Bon, trames vertes, je pense que vous connaissez tous ce terme, hein, c'est la manière dont on a nommé, là aussi ça fait partie de l'histoire des relations de la nature et de la ville, la manière dont on s'est mis à nommer ce qu'avant on appelait les jardins et ensuite les espaces verts. Donc l'idée d'une continuité possible qui permet aux animaux de ne pas être enfermés dans leur espace vert, mais de circuler d'un espace à l'autre. Et on sait que selon les espèces, c'est plus ou moins difficile quand ça n'est pas un
impossible, en particulier tous les animaux qui rampent et qui ne volent pas ou qui ont des capacités de vol limitées. Et donc, elle a commencé par travailler sur des accroches possibles sur les façades, et donc elle a travaillé. Donc, je vous montre une des formes, sur des formes possibles qui sont des formes à la fois minérales. Elle a travaillé avec une imprimante 3D. C'est de la céramique. Il y a des formes en argile, des formes en céramique, et elle a travaillé sur des motifs qui sont à la fois des motifs qui sont typiques de l'impression 3D. Je pense que tous ceux d'entre vous qui sont familiers avec l'impression 3D reconnaissent tout à fait ces types de formes qui sont générées par les algorithmes des applications associées. Et en même temps, elle a travaillé sur des formes hospitalières, des formes dans lesquelles un lézard peut se réfugier, une araignée, un insecte, éventuellement un oiseau peut s'agripper, des graines peuvent s'installer de manière plus ou moins volontaire, soit parce qu'elles ont été plantées, soit parce qu'elles sont arrivées toutes seules avec de la terre. Et donc, elle a travaillé ensuite, vous voyez, elle a généré tout un ensemble de formes. Et d'une part, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est d'abord le processus de cheminement de cette étudiante qui, au début, partait sur une imagerie. Et j'ai pensé à votre département didactique visuel. Donc, je me disais, bon, didactique visuel, ça peut être faire des affiches, communiquer sur des événements, faire des flyers, etc. Mais aussi, il y a toute la dimension, le rôle du visuel. Et donc cette étudiante, au début, nous faisait des jolis petits nichoirs en forme de mésange, voilà. L'animal était censé rentrer dans un trou qui correspondait à sa propre forme. Ce qui était, d'abord, c'était pas évident parce qu'il y a une technicité. On sait que c'est au centimètre près, au demi-centimètre près, la taille d'un trou pour qu'un oiseau vienne y nicher. Parce il est absolument important que le prédateur de l'oiseau ne puisse pas rentrer, mais aussi c'était vraiment une sorte de clin d'œil aux humains pour leur donner envie. Et on était assez critique vis-à-vis de ces formes qu'elle, en plus, elle n'avait pas testées. Et donc, ça a été, vous voyez, chez elle, ça a été tout un cheminement pour passer au point de vue de l'humain sur ce dont le non-humain avait besoin, à un point de vue qui serait plus proche de celui de l'animal concerné. Alors, on ne peut pas faire parler les animaux. Il y a tout. Vous savez bien qu'il y a en ce moment tout un travail de reconnaissance des droits juridiques. On fait des sortes de procès, des théâtres où on donne parole à la Loire, à des fleuves, etc., etc. Là, plus modestement, on observe le comportement. On teste. Et donc, elle a travaillé avec un spécialiste des espaces naturels de la ville de Nancy, et qui lui a indiqué les comportements de ces animaux. Il y a eu des phases de test, et donc là l'idée c'est que donc plus modestement, mais en même temps plus efficacement aussi, et c'est là qu'on est à mon sens plus dans les pratiques participatives de faire avec eux tous, c'est-à-dire elle a testé que les animaux y rentreraient bien. Et donc son idée c'était d'avoir une forme assez esthétique pour donner aux gens soit d'installer ça dans leur jardin, soit d'installer ça parce qu'on sait qu'il y a des jardins qui sont pauvres en abri pour les animaux, soit d'installer ça sur leur façade, ça peut se coller, se fixer sur une façade, soit d'installer ça au sol sur des trottoirs, vous voyez, mais vraiment de créer un peu selon une pratique d'acupuncture, si on peut dire, des sortes de points, des points qui pourraient faire des liens entre ces espaces qui constituent les trames vertes, et donc des sortes de points de suspension qui relieraient les discontinuités de ces trames. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous raconter. Et si j'en ai oublié, j'espère qu'on aura l'occasion d'approfondir dans la discussion. Merci beaucoup.